Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les taux longs sont sous surveillance, les taux longs comme driver des marchés dans leur ensemble. Les taux, rappelons-le, les taux longs, le 10 ans américain notamment, qui reflètent fondamentalement le couple croissance-inflation. Et de ce point de vue-là, on peut le dire, la température de l'économie américaine se réchauffe. On a encore en tête le rebond spectaculaire des ventes au détail sur le mois de janvier et des taux longs américains qui évoluent désormais entre 1,35 et 1,40%, un niveau toujours très bas en absolu, mais la remontée s'est encore accélérée ces dernières heures et ces derniers jours. Le taux français à 10 ans, notez-le, est proche de zéro. On n'a plus vu un taux français à 10 ans positif depuis la crise du Covid, depuis il y a un an maintenant. L'éclatement de la crise sur les marchés s'est produit après le 19 février 2020. Est-ce que la température remonte trop vite? C'est la question qui se pose évidemment pour les investisseurs. On suivra évidemment avec attention cette semaine parmi les faits marquants l'audition de Jérôme Powell demain devant la commission bancaire du Sénat et après-demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Notez que sur les marchés, les investisseurs arbitrent en fonction du niveau des taux longs, en fonction de la remontée des taux longs américains qui se diffusent à l'Europe. Les secteurs qui en profitent le plus sont les secteurs les plus cycliques, le secteur pétrole et gaz, le secteur chimique également aujourd'hui en Europe, qui surperforme les autres secteurs. Et puis à l'inverse, le secteur qui souffre le plus, c'est l'un des secteurs, le secteur peut-être le mieux valorisé au monde, le secteur de la technologie. On le voit aujourd'hui sur la composition sectorielle de la séance en cours en Europe. Une petite baisse au global pour les indices à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La température se réchauffe et le moral remonte. Le moral des entrepreneurs, des chefs d'entreprise en Allemagne surprend positivement pour le mois de février. L'IFO est remonté au-delà du consensus avec notamment une composante anticipation qui se redresse assez nettement. Enfin, comme chaque lundi à la mi-journée, nous retrouverons Romain Daubry, les équipes de Bourse Direct avec nous pour le plan de trading de la semaine et des signaux contradictoires à ce stade sur les marchés. Les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris, alors que les marchés scrutent de près les rendements obligataires. Les anticipations de reprise économique couplées aux perspectives du plan de relance aux États-Unis continuent de faire craindre une remontée des prix à court terme. Le 10 years break-even rate, qui calcule les anticipations d'inflation à 10 ans, continue à évoluer sur ses plus hauts depuis 2014 à 2,16%. Des craintes qui se ressentent dans les rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans est à 1,36% à la mi-journée après 1,39% cette nuit, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,15%. Une remontée des taux qui alimente les craintes de plusieurs experts de voir une contraction sur les marchés actions à court terme. Certains évoquent une contraction de 8%, d'autres une contraction de 10% sur les marchés, tout en surveillant le seuil d'un rendement obligataire aux États-Unis à 10 ans à 1,5% qui serait le seuil de déclenchement entre guillemets de cette contraction. Il ne reste pas moins que les investisseurs ont du mal à trancher sur l'attitude que pourrait avoir la Fed face à la reprise économique anticipée. Certains estiment que les indicateurs économiques forceraient la Fed à limiter sa politique accommodante, tandis que d'autres s'attendent à un désengagement en douceur de l'institution. Une ligne défendue d'ailleurs par Jérôme Powell qui, dans ses dernières interventions publiques, prône une politique très accommodante de la Fed aussi longtemps que nécessaire. Jérôme Powell qui doit d'ailleurs s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans le cadre de sa déclaration de politique monétaire semestrielle. En Europe à présent, Boris Johnson doit dévoiler aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction. La première étape devrait être la réouverture des écoles le 8 mars prochain. En Allemagne à présent, l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendus, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. À noter également que Christine Lagarde sera de son côté entendue cet après-midi par le Parlement européen et
du côté des matières premières, à présent, le pétrole s'échange à la mi-journée aux alentours des $63 le baril de Brent et $60 le WTI. Une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux États-Unis qui a immobilisé plusieurs raffineries, mais aussi dans les discussions en cours au sein de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel, là où la Russie souhaite l'augmenter. Matière première toujours, l'or reste aux alentours des $1800, tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel sont particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris à présent, Forestia voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'un peu plus de 68%. Son résultat net lui fait part d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires de moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Et on notera que Forestia va tout de même verser un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. Icade affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant, un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite continuer à faire progresser pour l'exercice en cours, ainsi que son dividende pour 2021. Icade qui assure également que ses foncières sont particulièrement résilientes, avec des revenus locatifs en hausse d'un peu plus de 6%. Et on finit avec Beneteau qui annonce avoir été victime d'une cyberattaque, le forçant à ralentir, voire stopper sa production sur plusieurs sites. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. État des lieux des marchés au lendemain de l'échéance. Enfin, l'échéance mensuelle avait lieu vendredi. Vous dites en ce début de semaine, le marché envoie des signaux contradictoires, pas d'alerte, mais une pause probable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Romain ? Des signaux qui sont effectivement contradictoires entre les indices américains et les indices européens notamment. Alors sur les indices européens, ça ressemble à une consolidation si on prend le DAX ou le CAC 40. Si on regarde les indices américains, c'est sur des petites structures d'arrêt au moins sur le marché, soit des graphiques hebdomadaires, soit des figures de retournement baissières de court terme. Elles sont des petites structures, mais des éléments qui laissent à penser que voilà, ça devrait patiner un petit peu dans les jours qui viennent. Ça colle assez bien avec le calendrier aussi, puisqu'on arrive à la fin de la saison des publications aux États-Unis, donc un peu de manque de soutien. Et paradoxalement, en Europe, on s'est installé, en tout cas pour le CAC 40, pour le DAX, au-dessus de niveaux techniques importants toute la semaine dernière. On les a franchis en gap, on les a préservés toute la semaine dernière, et on vient les retester aujourd'hui. Et puis là où on manquait d'intérêt sur l'indice CAC 40, vraiment, on a clôturé l'échéance avec 250 000 contrats ouverts à peu près sur l'indice parisien, alors qu'habituellement c'est une moyenne aux alentours des 350 000, donc un manque d'intérêt et un intérêt qui se creuse depuis le mois de novembre. Et bien vendredi, une hausse et 6 000 contrats ouverts sur l'échéance du mois de mars par solde, puisqu'en fait, si on regarde au moment de l'échéance globalement, le nombre de contrats a diminué, mais il faut regarder le mois de mars, puisque le mois de février est clôturé, donc le nombre de contrats global a diminué, mais sur le mois de mars, il a augmenté de 6 000. D'accord. Donc il y a eu un peu d'intérêt dans ce mouvement de hausse de vendredi, et puis un peu plus de complaisance du côté des couvertures aussi, où on avait un niveau de couverture qui était assez important depuis le mois de juin, assez net, avec un ratio de couverture qui était de plus que 1,5 à 2, donc ce qui est fort. Et on arrive sur cette échéance du mois de mars avec un niveau de couverture qui est assez faible. Donc toute la semaine dernière sur mars, c'était en dessous de 0,80. On sait que l'équilibre c'est entre 0,80 et 1,20. Et vendredi, il est remonté un petit peu à 1,20. Donc c'est un niveau de couverture raisonnable, mais bien plus faible que ce qu'on a connu avant. Et ça se traduit par ces petits trous d'air qu'on connaît ce matin. On perd jusqu'à 1% à un moment et ça se comble assez vite. Et on ne perd plus que 0,60% maintenant. Les niveaux techniques sont payés assez rapidement, mais on touche des zones cibles importantes. Donc, voilà, des signaux où un marché qui ne donne pas beaucoup de drivers. Et puis sectoriellement, on voit que c'est assez ventilé. Il y a beaucoup de secteurs qui stagnent, pas mal qui baissent, et quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est
un peu plus faible à court terme. Ouais, avec le niveau des taux d'intérêt là, qui est justement la pierre angulaire des investisseurs pour réaliser leurs arbitrages aujourd'hui. Si on prend les grands indicateurs de marché, vendredi vous étiez avec nous dans l'émission pour l'échéance mensuelle, Romain, on a beaucoup parlé de la volatilité. On peut regarder peut-être le graphique du VIX en hebdomadaire. Un VIX, donc la mesure de volatilité du marché américain, l'indice de la peur, qui a du mal à franchement rebaisser. On est toujours largement au-dessus du niveau des 20. Oui, tout à fait. Et on a un niveau technique, un seuil vraiment intéressant. Si on le regarde historiquement, ça s'analyse graphiquement, le VIX, la volatilité, on voit des repères. On voit un petit canal baissier en bleu. On voit qu'on n'a pas allé chercher la dernière fois la borne haute. On voit qu'en revanche, là, on est passé la semaine dernière sous les niveaux de 21,5. Et la semaine dernière, on clôture un peu au-dessus, aux alentours de 22. On n'arrive pas à rompre ce niveau et on voit que tout s'articule et c'est assez cohérent autour de ce qu'on lit sur le marché en ce moment. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller chercher les 15 et à se calmer un petit peu, ou est-ce qu'on est un peu tendu et on repasse au-dessus de 21,5? Donc, pour moi, c'est la charnière à regarder cette semaine. C'est pour ça que je voulais vous proposer ce graphique-là. Bien sûr. 21,5 sur le VIX, c'est intéressant. C'est un peu la bascule, c'est un peu peut-être ben oui, peut-être ben non, mais pour l'instant, ça glisse un peu du côté tension et un peu de retour de stress. Je ne vois pas des niveaux d'alerte majeurs, encore une fois, mais un peu de stress. Bon, dans le calendrier de la semaine, on le rappelle, il y aura alors aujourd'hui un discours de Christine Lagarde, mais surtout demain, le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell qui se rend devant les membres du Congrès, donc demain devant la commission bancaire du Sénat et puis après-demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Les taux sont au centre de l'attention, je le répète encore une fois, donc on verra si le VIX évolue d'une manière ou d'une autre avec ce rendez-vous de Jérôme Powell devant les élus américains. Vous parliez des figures techniques des indices américains. Romain, si on regarde par exemple le S&P 500, là, quel type de figure, de retournement est-ce qu'on peut observer aujourd'hui sur le marché américain? Alors, on voit déjà qu'il y a un trend très haussier, qu'on est vraiment en haut d'un mouvement haussier. Généralement, ça a vocation à perdurer, sauf que là, on a aux alentours d'un niveau de résistance 3917 points. Eh bien, ce qu'on appelle une structure de bougie qui s'appelle une couverture en nuage noir. Donc, ça donne un peu le ton. C'est pas un drame de bougie en soi, mais ça donne au moins un signal de coup d'arrêt dans le marché. Qu'est-ce que c'est? C'est en haut de marché, une bougie verte qui est suivie, alors elle n'est pas très grande, mais elle est quand même assez significative, suivie d'une bougie rouge qui a fait un nouveau plus haut et qui va clôturer dans la bougie verte précédente et dans l'idéal pour valider cette figure, en dessous de la médiane, en dessous du milieu de la bougie verte. Donc c'est très technique, mais ça a l'air des détails, mais là, en l'occurrence, c'est pile le cas. On termine pile sous la moitié de la bougie d'il y a 15 jours sur le S&P et avec cette invalidation. C'est simplement techniquement le fait que les vendeurs, les acheteurs voulaient reprendre la main pour un nouveau mouvement aussi, une nouvelle impulsion haussière, et on voit qu'ils n'arrivent pas à le faire et que ce sont les vendeurs qui conservent la main. Donc un niveau très technique qu'on va voir en zoomant sur un graphique journalier si vous voulez, avec des possibles figures de retournement baissière. Donc là, cette fois-ci, c'est le graphique du S&P en journalier. On a une petite structure qui est assez propre d'ailleurs, en épaule, tête-épaule. J'ai même pas mis elle est tellement petite que j'ai pas mis les éléments, mais vous les voyez bien, avec cette petite ligne de coup à 3885 points. Donc c'est pour moi l'alerte de court terme sur le S&P. On est juste en dessous en ce moment, 3875 points, avec des accélérations possibles qui sont vraiment faibles compte tenu du mouvement de hausse qu'on a connu, encore une fois, mais des retracements de l'ordre de 2,5% au minimum. Mais on pourrait aller retracer jusqu'à 5% sans invalider du tout le mouvement haussier et faire une pause dans le marché. Donc ce signal-là, cumulé à la couverture nuage noir, voilà, des petits signaux de pause à court terme et en but sur des niveaux de résistance importants. Rien de grave, mais voilà, c'est le sens pour la semaine a priori, sauf si on invalide ces niveaux-là. On le disait sur le plan de la dynamique de marché, beaucoup dépend du niveau des taux longs, je le répète encore une fois, des taux longs qui affectent la valorisation des secteurs les plus richement valorisés. On pense évidemment à la tech. Qu'en est-il du Nasdaq, Romain? Est-ce que le Nasdaq, lui aussi, envoie potentiellement des petits signaux d'alerte à court terme? Oui, de la même façon, on a un canal haussier très harmonieux pour lequel on avait vu il y a quelques semaines déjà, pour lequel j'ai pas bougé. Donc, c'est-à-dire que ce sont les mêmes bornes du canal que vous voyez en noir, canal haussier de moyen terme maintenant. Et effectivement, la structure et la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. Ça s'appelle un avalement baissier. C'est aussi un signe d'arrêt sur le marché. Et tout ça, alors juste au-delà d'un niveau de support, mais qu'on est en train d'enfoncer tout doucement. Ce matin, on passe en dessous des 13 500 points. Alors, je crois qu'on doit avoir 13 000 sur le Nasdaq, 13 400 points à l'instant. Et il y a une petite alerte intraday à 13 435 points. Donc, vous voyez, on est juste en dessous, comme le S&P. Donc, encore une fois, pas de gravité. Coup d'arrêt. Coup d'arrêt. Et puis,
harmonie qui est en place depuis maintenant longtemps sur le Nasdaq, et peut-être un besoin de souffler, un besoin de pause sur les indices, et donc un retour dans un trading range, alors qu'il serait, encore une fois, à l'alerte de moyen terme, elle est loin, 12 260 points, donc on pourrait retracer de 2 à 6-7% sur le Nasdaq sans que ça crée de mouvements graves, mais un signal de pause très possible et qui est coordonné sur les différents indices, qui est en général un signe de force aussi. Oui, effectivement. Et du coup, pour les indices européens, enfin pour le CAC 40 spécifiquement, Romain, qu'est-ce que ça donne? Vous disiez, on a l'idée peut-être plutôt d'une consolidation pour les indices européens à ce stade. Oui, alors là, sur le CAC 40, on voit, alors en mensuel, on n'avait pas réussi à franchir ce niveau, cette grande oblique bleue sur laquelle on avait buté en 2017, en 2019, qui est vraiment une zone autour de laquelle le marché s'articule, sur laquelle on a buté début janvier, qu'on avait réussi à franchir la semaine dernière et à préserver en clôture hebdomadaire. Et vous voyez qu'on a buté, on évolue pile autour ce matin. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous remontrer ce graphique mensuel qui indique qu'il y a un niveau clé à franchir, au-delà duquel, eh bien, on pourra aller chercher des extensions aux alentours des 6000 points, 6060, 6100, 160, pourquoi pas, si on arrive à s'installer au-dessus. Mais cette zone, toujours 6170, 6730, qui est une zone clé, autour de laquelle on s'articule et qu'on n'arrive pas à déborder dans l'immédiat. Et effectivement, on est freiné par cet appel, ce petit trou d'air sur les marchés américains. Donc, pas d'alerte majeure non plus, tant qu'on est au-dessus de 5400 points, donc on a de la place. Ce serait déjà pas bon d'enfoncer les 5600 points. Ça, on peut le voir en zoomant un peu plus sur le graphique du futur en 14 heures. Là, il y a plusieurs éléments. Donc, ce canal haussier que vous voyez en bleu, qu'on a débordé, au-dessous duquel on s'est installé, avec le haut du canal, alors on peut le voir différemment, soit une figure de retournement de continuation haussière en épaule, tête, épaule inversée, avec la ligne bleue comme ligne de coup. On s'est appuyé dessus la semaine dernière, on pensait que ça permettait de déborder des points, d'aller chercher des cibles à 6060, et c'est là où les signaux étaient mitigés. Puis cette oblique noire sur laquelle on bute, donc c'est très technique, très propre, et donc qui est situé entre 5770 et 5791 points. Ça va être vraiment le signal, si on arrive à le déborder, d'une réactivation de dynamique haussière de court et de moyen terme pour aller chercher les cibles que vous voyez au-dessus. Et en revanche, on a mis en lumière ce matin une petite ligne de tendance haussière de court terme, donc qui va être notre alerte, qui est à 5776 points, 5676. 676 points, avec le niveau de 672 en dessous, dont on se souvient qu'il était un niveau clé, un niveau majeur. Donc on retrouve cette zone en bleu, ce qui est la même qu'on regardait en mensuel, un niveau qu'on a du mal à déborder, à franchir, donc avec des niveaux d'alerte jusqu'à 5600 points, pas de danger majeur. Le danger il serait vraiment plus bas, sous 5349, 5380 sur le futur, mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on redescende jusque-là, mais voilà, des niveaux à rechercher, autour desquels on s'articule depuis plusieurs jours et qui donnent ces signaux un peu contradictoires dans l'immédiat. Avec, quand on regarde la logique sectorielle, vous le disiez, alors toujours quelques secteurs forts, mais quand même beaucoup de secteurs ou qui stagnent, ou qui sont faibles aujourd'hui. Oui, exactement. Alors tout ce qui est lié à l'énergie directement. Les énergies nouvelles, en revanche, sont secteur faible maintenant, depuis 3 semaines ou un mois. Donc ce secteur qui était vraiment leader, très très fortement leader. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle, vraiment, clairement. Et sur les grosses et les petites. Ouais. Hein. Donc il y a un désintérêt et quelque chose de plutôt sain d'ailleurs. Hein. Un mouvement de rattrapage des énergies traditionnelles, classiques, donc anciennes, avec effectivement des valeurs qui tiennent bien, comme des titres comme Total, qui, je le rappelle, sont des titres qui nous intéressent aussi en ce moment parce que c'est eux qui vont être nécessaires à cette transition, au cœur du sujet. Ouais. C'est eux qui vont pouvoir faire cette transition, on ne pourra pas faire sans eux, sont eux les monstres. Et donc, c'est plutôt sain que ces deux secteurs se rejoignent. Et donc, on constate cette petite divergence-là. Effectivement, un peu de faiblesse du côté des indices chinois, alors que les indices japonais tiennent pas mal. Les ressources de base sont toujours un secteur fort et bien payé ce matin encore. Et puis, on a du côté des secteurs forts aussi, le secteur bancaire qui tient toujours très bien. Et puis, les voyages et loisirs qui tiennent toujours pas mal aussi, qui sont parmi les secteurs forts. Après, on a beaucoup de secteurs qui stagnent. Japon, auto, finance, tech, robotics, industrie, télécom, santé qui patinent un peu. Et puis, on a des secteurs qui restent faibles, utilities, alimentation, la Chine qui passerait récemment, et puis les énergies, comme on le disait, et la construction. Bon, un mot rapide de l'agenda. Jérôme Powell, ça, demain, c'est bien identifié. Qu'est-ce qui va vous intéresser également dans le calendrier de la semaine, Romain ? Il y aura l'indice des prix à la consommation en Europe demain. Ça va être marqueur de l'inflation, toujours intéressant, surtout en ce moment. C'est quand même au centre de l'attention. Évidemment, Jérôme Powell, ça va être le cœur de la semaine. La conférence du consommateur du Conference Board demain aussi, un indicateur vraiment clé. Et puis, jeudi, ce sera l'indice
le préliminaire du PIB américain pour le 4e trimestre. Ça va être le chiffre intéressant macroéconomique. Je crois que c'est la révision, Romain. C'est la révision. Ouais, ce sera deuxième estimation, je crois, du PIB T4. On va vérifier ça dans un instant. Il y a un économiste avec nous. Mais je crois qu'on a déjà eu une première estimation. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est la clé. C'est la clé, bien sûr. C'est clé en tout cas. Ouais. Et puis, il y a pas mal de publications microéconomiques. Je ne peux pas vous faire la non, mais surtout complète, en Europe, c'est ça. Mais surtout en Europe, peu aux États-Unis. Aux États-Unis, on aura Berkshire Hathaway, Home Depot, Salesforce et puis Moderna, quand même, qu'on va regarder par intérêt, même si on n'entend pas énormément dans les médias. C'était pas le genre de société dont on regardait les résultats il y a encore un an, mais maintenant on regardera évidemment de très près les résultats de Moderna qui seront publiés cette semaine. Merci beaucoup Romain Debry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous chaque lundi et chaque vendredi dans Smart Bourse. Et oui, le sujet, c'est le sujet de la température de l'économie américaine. C'est le sujet clé pour les marchés, pour les investisseurs. Et Thomas Kosterg est avec nous, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour, on regarde le niveau des taux longs, des taux d'intérêt américains, près de 1,40. On a vu près de 1,40 sur le 10 ans américain. Est-ce que la hausse des derniers jours et des dernières semaines sur les taux longs reflète une vigueur retrouvée de l'économie américaine? Est-ce qu'il y a une cohérence entre le niveau des taux longs et la réaccélération de l'économie américaine selon vous, Thomas? Oui, alors quelques points à mentionner là-dessus. D'une part, oui, il y a clairement une reprise économique. On voit le bout du tunnel, notamment aux États-Unis, concernant la crise du coronavirus. Je rappelle que certains États, notamment les plus touchés, comme New York et la Californie, ont déjà réouvert ou donc en fait vont continuer à réouvrir. Donc ça, c'est bon signe. Donc forcément, quand il y a réouverture, il y a aussi en général retour de l'inflation d'ailleurs. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a quand même une reprise qui est une reprise un peu sans emploi, parce qu'il y a une différence entre le PIB qui a l'air de beaucoup mieux se porter que le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, on le voit notamment sur les nouvelles demandes hebdomadaires au chômage. On a un marché de l'emploi qui a tendance à stagner à cause notamment des emplois des services qui restent déprimés. Donc on a encore quand même une économie à plusieurs vitesses, mais néanmoins quand on regarde le PIB, oui, il y a une reprise et au premier trimestre, avec cette réouverture, on peut avoir en effet un PIB qui est potentiellement et même meilleur qu'attendu après un certain surplace depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui peut ressortir du discours de Jérôme Powell, justement en lien avec ses fondamentaux économiques et la situation de marché, Thomas? Il s'exprime demain devant la commission bancaire du Sénat. Est-ce qu'il va prendre acte de l'amélioration de la dynamique américaine, modulo la question du marché du travail? Vous insistez dessus depuis des mois, Thomas. Ou est-ce que déjà, au regard du niveau atteint par les taux longs américains, 10 ans, mais on peut regarder plus loin sur la courbe également, est-ce qu'il y a déjà un besoin du côté de la Fed de faire un peu de damage control d'une certaine manière? Oui, alors déjà, le grand débat aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est concernant donc le plan de stimulus de Joe Biden de 1 900 milliards de dollars à mettre en perspective de l'output gap, le trou du PIB qui représente environ 600 milliards. Donc une analyse simple, voire même un peu simpliste à mon goût, c'est de dire que si on remplit ce fossé de 600 milliards par 1 900 milliards, il y aura surchauffe de l'économie. Donc point numéro 1, Jérôme Powell va dire que ce n'est pas le cas. Ça a été la ligne de la Réserve fédérale depuis plusieurs semaines déjà, de dire qu'il n'y aura pas de surchauffe et que même ce plan de Joe Biden est nécessaire à l'économie. Et donc que la Fed ne changera pas ses paramètres de politique monétaire, quoi qu'il en soit, par rapport à ce plan budgétaire. Ce qui n'est pas gagné d'avance, puisque les marchés ont tendance à penser le contraire, c'est-à-dire qu'il y aura surchauffe et donc il y aura un regain d'inflation, que la Fed devra resserrer les taux. D'ailleurs, point numéro 2, le marché a tendance à maintenant rapprocher le pricing des premières hausses de taux à mi-2023, ce qui est probablement trop tôt pour la Fed. Donc ça va être intéressant de voir comment Jérôme Powell, quelque part, résiste et repousse les attentes concernant la première hausse de taux, parce qu'à mon avis, Jérôme Powell n'a pas envie d'envoyer un signal que la hausse de taux se rapproche. Il va insister sur le fait que les achats d'actifs continuent jusqu'en, à mon avis, il n'y aura pas de réduction avant 2022. À mon avis, on est toujours dans un régime économique où la Fed
essaye de contrôler, y compris les taux d'intérêt long terme, puisque elle a toujours peur, il y a le principe de précaution à mon avis, elle a peur que, à cause de toute la dette accumulée dans le système économique, que voilà, ça fasse chavirer l'économie américaine dans une récession. Donc à mon avis, la Fed regarde de très près les taux longs. On n'est pas encore complètement dans les zones de danger, à mon avis, mais je pense que voilà, Jérôme Powell va gentiment et implicitement envoyer des signaux en disant attention, nous ne sommes pas du tout prêts à remonter les taux d'intérêt. Bon, on verra si la parole suffit encore à ce stade ou si la Fed a besoin peut-être d'être plus proactive encore pour convaincre le marché qu'il n'y aura pas de surchauffe, de surinflation et que les taux longs doivent rester à des niveaux contenus. Ce sera à suivre demain. Sur le front des débats budgétaires, Thomas, vous l'avez dit, effectivement, on se dirige vers un paquet de 1900 milliards de dollars. Enfin, c'est le montant initial voulu par les démocrates et l'administration Biden qui a toutes les chances de ressortir tel quel, d'une certaine manière, des débats au Congrès qui vont commencer à la Chambre des représentants de manière importante cette semaine, ou est-ce qu'on est toujours sur l'idée qu'il y aura forcément un compromis entre républicains et démocrates sur ce montant en tant que tel ? Oui, non, je pense que c'est la surprise de cette année, c'est-à-dire que le paquet de 1900 milliards pourra, à la sortie, sur la ligne d'arrivée, être à 1900 milliards. On avait des attentes, quand on regarde les enquêtes de Wall Street, les gens attendaient plutôt 1000 milliards de dollars. Et maintenant, on voit que les 1900 milliards peuvent finalement arriver sur la ligne d'arrivée. Joe Biden a choisi une stratégie qui est plutôt d'aller solo, c'est-à-dire sans les républicains. Donc il compte sur le fait que le front démocrate sera uni, notamment les 50 sénateurs démocrates qu'ils resteront soudés pour faire passer cette loi, parce que c'est une loi qui est passée avec une procédure très spéciale. C'est la procédure de réconciliation budgétaire aux États-Unis, qui d'ailleurs peut être utilisée qu'une seule fois par an. Mais voilà, avec ce procédé, cette méthode d'aller un peu solo, il semblerait qu'en effet, Joe Biden puisse passer les 1900 milliards de dollars tout seul. Encore une fois, je le rappelle, il y a une critique de certains économistes qui pensent que ça va amener la surchauffe, mais les économistes du camp Biden et aussi la Réserve fédérale disent que ce plan est très nécessaire pour soutenir l'économie. Et donc, on verra. Moi, je pense toujours que le multiplicateur budgétaire va rester assez faible. À mon avis, on est sur du 0,2, 0,3. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura une surchauffe liée à ce plan budgétaire. Mais néanmoins, la hausse des taux d'intérêt qu'on a vue dans la foulée de ce plan peut inciter à la prudence, notamment s'il devait y avoir davantage de plans dans le futur, puisque encore une fois, le risque là, c'est de voir un plan qui est contre-productif avec une hausse des taux d'intérêt qui contrecarre l'aspect de stimulation de l'apport budgétaire. Oui, effectivement, c'est le point qui est fait par Summers et le camp des keynésiens qui s'inquiètent d'un soutien trop important à la demande. Les keynésiens s'entre-déchirent. Oui, parce que le point de Summers, c'est de dire, attendez, il faut pour la croissance potentielle un vrai plan d'investissement d'infrastructures, et c'est sans doute là qu'il faut peut-être faire très très gros, plus que de continuer à envoyer des chèques à tout le monde, sans discrimination. Est-ce qu'on a toujours l'idée, et du côté de l'administration Biden, qu'il y aura aussi un plan d'infrastructure peut-être massif après cet énième plan de soutien pour l'économie et les ménages américains, Thomas? Oui, tout à fait. Donc, la particularité de ce plan, c'est que c'est un plan de budgétaire de soutien à la demande qui intervient alors que l'économie réouvre. D'où, évidemment, là, les soucis et les questions de certains qui disent « mais à quoi ça sert de stimuler l'économie alors que l'économie est en phase de réouverture ?» Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs mois quand on fermait l'économie. Point numéro 1. Point numéro 2, en effet, il y a un problème de multiplicateur budgétaire, je l'ai déjà dit, mais finalement, l'argent qui est investi, qui est injecté comme ça de façon non ciblée, se retrouve pas forcément dans la dépense, puisque d'ailleurs on voit qu'il y a plutôt des pertes en ligne, entre guillemets, ça va même dans le marché financier et dans la spéculation boursière. Donc c'est un vrai point de Larry Summers. Maintenant, le troisième point, c'est en effet, quid de la productivité et de la croissance potentielle. Et en effet, Joe Biden devrait annoncer un plan d'infrastructure, notamment dans l'énergie verte, pour accompagner la transition économique qui, d'après lui, pourrait mener à de nouveaux emplois. Et pour faire le lien avec ce que je disais au début, en effet, le vrai problème,
problème de la reprise actuelle, c'est que c'est une reprise sans emploi, avec un gros trou dans le marché de l'emploi, alors que ce n'est pas le cas au niveau du PIB. Les sociétés américaines ont été très agiles et très efficientes dans la reprise, mais voilà, ça s'est quelque part fait au détriment de l'emploi. Merci beaucoup Thomas. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur la situation américaine. Chaque lundi à la mi-journée, vous êtes avec nous en visioconférence depuis Genève. Thomas Kosterg, économiste chez Pictet Wealth Management. C'est la fin de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.